Salut et bienvenue au podcast des Uninkables, épisode 5. Aujourd'hui, DLC, Botchum 7 Championship, Pixelborn Connect et un topo où est-ce que les gars, on va discuter de nos cartes broken préférées, puis on va aussi analyser pourquoi qu'on ne s'entend pas sur plusieurs choses. Bienvenue JF, bienvenue Dan. What's up, guys? Bonjour, messieurs. Donc, comme à l'habitude, on va passer un peu de temps sur les questions qu'on a eues de certains de nos followers. On a Byron qui nous a demandé, en fait, lui nous l'a demandé en personne, mais avec les 7 championships en ce moment qui se passent, puis les gros tournois qui s'en viennent, je pense que c'est important qu'on en parle, mais Byron nous demande, dans le fond, une clarification par rapport à l'interaction de Diablo avec Let the Storm Rage On. Je sais qu'il y a beaucoup de confusion quand on parle de jouer Let the Storm Rage On, qui pige une carte, qui tue Diablo, qui lui est exerté. Donc, est-ce que tu piges une carte, est-ce que tu piges pas de carte, dans quel ordre ça se fait? Donc, il y a beaucoup de discorde de ce côté-là aussi, surtout en tournoi, quand le judge aussi n'est pas tout le temps certain de l'interaction. Donc, je ne sais pas si les gars, vous voulez peut-être parler un petit peu plus en profondeur de cette interaction-là. Fait que Dan, je sais pas. Je pense que c'est l'interaction la plus hot du moment, là, si on veut. Steel étant une des couleurs les plus jouées, Let the Storm Rage On. Pour ceux qui s'en rappellent pas, c'est une chanson à coût 3, Uninkable. Ça fait 2 damage à une carte, point, puis une carte. OK, donc il y a 2 règles sur cette carte-là. La première règle, c'est que si tu n'as pas de target, vu qu'il y a un point dans la carte, tu peux quand même piger. Fait que s'il n'y a pas de créature, de personnage sur le chat, tu n'as pas nulle part où mettre ton damage. Il y a un point dans la phrase comment c'est écrit. Fait que dans le fond, tu peux mettre le 2 damage sur personne et piger. Donc ça, c'est une chose qui est claire, mais vu qu'on parlait de la chanson, je me suis dit je vais rajouter celle-là. La deuxième chose avec Diablo, c'est que Diablo dit que quand il est exerté et que ton adversaire pige une carte, toi aussi tu piges une carte. Comment ça fonctionne dans l'Arcana? C'est que tu joues Let the Storm Rage On, il fait 2 damage sur Diablo. Là, ton adversaire pige une carte. Puis quand il pige une carte, après ça, la résolution de la carte fait que tu regardes qu'il y a 2 damage sur Diablo, tu piges la carte, puis une fois que ça c'est fait, la carte elle est considérée comme résolue. Mais au moment que la carte est considérée comme résolue, le calcul de damage, il arrive sur Diablo en même temps. Fait que dans le fond, le calcul de damage arrive. Là, qu'est-ce qui arrive, c'est que lui, il a pigé. Je constate les 2 damage de dégâts, mais il a déjà pigé. Fait que moi, je pige aussi. Et là, la résolution du 2 damage arrive après. C'est là que Diablo, il meurt. Fait que dans le fond, quand on joue Let the Storm Rage On sur un Diablo exerté, les 2 personnes vont piger. Le Diablo, il meurt après. Donc, c'est très important que ça se passe dans cet ordre-là. Je joue avec des personnes qui sont vraiment expérimentées, puis même elles sont comme, qu'est-ce que tu fais à piger? Puis là, il faut leur expliquer que c'est comme ça que ça fonctionne dans l'Arcana. C'est pas la même chose dans tous les jeux de cartes, mais dans l'Arcana, c'est comme ça que ça fonctionne. Puis c'est un règlement qui est très important. Fait que si vous jouez Griver dans vos Store Championship ou vous faites face à du Griver, sachez que c'est quelque chose qui pourrait vous arriver, que cette personne-là, que votre adversaire va piger ou la personne qui contrôle Diablo, en fait, va piger. Donc, très important que c'est comme ça que ça fonctionne et que l'ordre fonctionne dans l'Arcana. Exact. Puis, Ouais. C'est un bon point parce que justement, on a tendance à oublier ça. Puis j'ai eu une interaction similaire qui m'est arrivée mon tournoi du Circuit des Princesses il y a 2 semaines. C'est que j'avais en jeu Queen of Hearts, celle à 5, qui fait piger lorsque tu attaques. Et mon adversaire avait en jeu Curse Merfolk, qui fait discarter une carte lorsque tu le bannis. Là, l'interaction qu'on s'est posée, c'est est-ce que je peux décider de discarter en premier? J'ai pas de carte en main, puis après ça, je pige. La réponse était non, parce que la première action, c'est lorsque j'attaque, je pige. Puis l'autre, c'est quand il est banni. J'attaque en premier, donc je pige. Après ça, on constate que l'autre personnage est banished, alors je dois discarter ma carte. C'est vraiment important de faire dans l'ordre, parce que des fois, il y a 2 cartes aussi qui vont avoir des interactions ensemble. Il faut vraiment que tu résous dans le bon ordre, dans le bag, comme on dit. Ouais, je pense que c'est un sujet chaud aussi dans un peu tous les aspects du jeu, de la résolution. Puis, on en a déjà parlé, je pense, dans un de nos anciens épisodes où est-ce que
en petit tournoi, on va souvent jouer la Ursula Deceiver of All 3, puis on va faire la chanson back-à-back sans nécessairement de la mettre Ouais. dans le discard, puis j'ai 2 cartes. Mais c'est important en gros tournoi de vraiment le faire step by step parce que de piger une carte puis de la rechanter, ben peut-être que si tu mets des dommages, justement, tu joues, disons, vert gris, tu chantes Let the Storm Rage On avec Ursula, tu fais 2 dommages, tu piges une carte. Et après, tes 2 dommages, ça se peut que dépendamment de la carte que tu viens de piger, vont changer de place ou vont être dirigés au même endroit. Donc, c'est super important de justement décortiquer les cartes puis relire les cartes qu'on joue. Justement, on parlait du point dans Let the Storm Rage On. C'est super important parce que c'est 2 actions différentes. Exact. Exact. Puis c'est ça. Dans les termes anglais, on dit Let the Storm Rage On, là, pour récapituler ça vite vite. 2 damage, je pige une carte, la carte elle est considérée comme Resolve. Après la Resolve, je check le game state qui arrive, puis ça c'est le dommage. On appelle ça le damage calculation. Le damage calculation dit que j'ai 2 dommages, mon Diablo il a 2 de vie, égale 0, il meurt. Mais il meurt, ça c'est après. Toi, tu as déjà pigé sur ton Resolve. Fait que c'est très important de le faire dans cet ordre-là, puis de se rappeler que c'est fait dans cet ordre-là. Exact. Puis, on a parlé un petit peu de bag. Je ne sais pas si vous voulez peut-être disséquer un petit peu plus qu'est-ce que ça veut dire le bag pour les gens qui sont peut-être pas super connaissants au niveau de c'est quoi le bag. C'est un petit sac, comment ça se décrit dans leur canal. Hmm. Moi, c'est un terme que je suis moins familier avec, là, Billy. Fait que je te laisserai l'expliquer plus. Là. Mais j'imagine que c'est une séquence qui arrive l'un après l'autre. Comment tu l'expliques, toi, le bag plus? Oui, exact. Mais le bag, en fait, il faut le voir un petit peu comme une boîte qu'on a. Donc, quand il y a une action qui se passe, l'action va. Dans le fond, tu as 2 joueurs. Tu as le joueur qui attaque, le joueur qui se défend. Puis, chaque joueur a son petit sac, dans le fond, où est-ce que les actions vont être mis dedans au fur et à mesure que les actions se passent. Donc, on parle de Diablo, il y a 2 dommages, il y a draw a card. Puis, dans le fond, le joueur doit faire son bag, vider son bag. Le joueur qui attaque doit vider son bag avant que le defender vide son bag. Puis, tu le fais dans l'ordre que tu veux aussi. Donc, un coup que c'est dans le bag, ton resolution est pas conséquent à ce que tu as fait sur le jeu, mais vraiment, il faut que toutes tes actions soient résolues dans l'ordre que tu veux, tant que ça reste sur une même carte. Donc, tu peux pas, disons, taper 2 cartes et dire j'accumule toutes mes actions, mais c'est un petit peu comme dire, ben ça se passe, ça se passe, puis là, ben je les remets en jeu, puis je les resolve. Fait que je sais pas si c'est clair pour les gens, puis n'hésitez pas à nous laisser en commentaire. On va aussi avoir un petit tirage de cette semaine pour les gens qui vont laisser des commentaires dans la section des cartes qu'ils trouvent les plus broken ou leurs cartes préférées, puis pourquoi. Donc, on va vous annoncer ça un petit peu plus tard dans le podcast, là, mais on a quand même des beaux petits prix à faire tirer cette semaine pour nos subscribers sur YouTube et qui laissent un commentaire. Donc, gros tournoi qui s'est passé hier en Allemagne, DLC de Bochum, qui était un tournoi de 2048 joueurs, si je ne me trompe pas. Donc, c'était un des gros comme Chicago, puis Atlanta. Donc, je pense que Atlanta était le plus. Ouais, Atlanta était 2000, Chicago était 1000. 1000, exact, 1024 ou 2048. On a des résultats des top 32. Donc, ça s'est passé vendredi, samedi et dimanche pour le top 64. Il y en a certains qui l'ont écouté. Je sais que ça se passe en Allemagne, donc il y avait énormément de décalage horaire aussi. Là. Je me souviens qu'il était autour de 9h30, 10h quand je regardais la finale. GF, Dan, je sais que vous avez fait un peu de suivi aussi de votre côté. Je ne sais pas si vous voulez nous en parler un petit peu plus. Ouais, ben, moi, dans le fond, c'est quelque chose que j'ai remarqué. Ben, je tiens à dire pour commencer, Bochum, ça se posait être un tournoi de 1024 joueurs. Puis d'autres, ils ont trouvé la solution pour avoir le double de joueurs. Ils ont tout simplement rajouté une journée. Ouais. Dans le fond, ils ont rajouté le vendredi une autre qualification pour tomber à 2. Fait que petite parenthèse rapide comme ça, peut-être que Toronto, on pourrait avoir espoir qu'il y ait une journée de vendredi qui s'ajoute pour doubler le nombre de participants. Ouais, ben, c'est vraiment juste... J'ai vu que c'était possible, fait que je n'irai pas plus loin, là, mais... C'est drôle que tu en parles parce que je sais que c'était quelque chose qui était quand même très mitigé au sein des gros joueurs de leur cabinet parce qu'on parlait de 2 tournois de 2024. Corrige-moi si je me trompe, mais c'était un top 32 du vendredi, top 32 du samedi qui devenait un top 64. Je sais qu'il y a eu beaucoup de controverses ou de spéculations à des joueurs qui sont sérieux, vont-ils y aller plus le vendredi, plus le samedi? Est-ce qu'il y a une journée qui va être plus forte qu'une autre parce que des joueurs qui vont un peu moins casual vont se dire, ben moi je vais aller le vendredi, puis
je vais peut-être avoir des joueurs un petit peu moins forts pour pouvoir me classer vers le top 32 de cette journée-là. Donc, je sais que ça a été assez complexe aussi de choisir la journée vers laquelle tu vas aller parce que tu ne sais jamais qui va être où, quand. Puis même chose pour les gens local là-bas. Je pense que le vendredi est une option un petit peu plus fun parce que tu penses à quelqu'un, disons, qui habite pas en Allemagne, qui doit se déplacer le jeudi, donc c'est une journée de congé pour le jeudi, une journée de congé le vendredi, donc c'est pas tout le monde Mm. aussi qui a la possibilité. Donc, je pense qu'il y avait énormément de complexité avec ce tournoi-là qui a été soulevé par la communauté européenne Ouais. aussi. Puis t'es un peu sad si t'arrives genre Ouais, c'est sûr que 33e, là, puis t'aurais fait le top 64 normalement, mais là, tu te retrouves sur une journée, fait qu'ils en prennent juste 32, t'es comme 33e, t'es comme nice. Ouais. non, c'est sûr, ça implique des coûts additionnels, mais si l'option est là, je trouve Ouais, ça c'est le ça, fun c'est quand cool. Ouais, même c'est que une ça soit une super option. possibilité. C'est Là. juste qu'il faut quand Exactement. même Là. que Ravensburger et Disney pensent à l'option aussi où tu ben, c'est mon avis personnel où tu devrais peut-être l'annoncer dès le départ qu'il va y avoir vendredi et samedi parce que là, tu te donnes un exemple. Là, à Toronto, tu dis on ouvre une journée le vendredi. La plupart des joueurs qui voulaient vraiment y aller ont déjà leur billet. Fait qu'est-ce que la journée de samedi va être plus forte versus vendredi? Puis là, ben, tu Mm. peux pas nécessairement te faire rembourser ton billet parce que tu peux pas en acheter deux Ou en les même temps. changer. Fait que, Ouais. c'est quand même tricky, moi, de mon côté, je trouve, parce que tu te retrouves Ouais. peut-être à diluer ton top 64 en fonction de ta journée que tu as été. Ouais, c'est difficile quand même à calculer et à estimer la différence justement de talent entre les deux journées, mais je comprends ton point, c'est sûr. Mais il y a aussi beaucoup de bons joueurs qui n'ont Ouais, pas pu s'inscrire tout simplement parce que ça sold out exact. en 2 minutes. T'sais, Dan puis moi, on n'est pas là parce qu'il n'y a pas eu de billet Effectivement. tout simplement. Puis pas seulement des très bons joueurs, mais je veux dire, ben, ok, Dan est un très bon joueur. Mais bref, il y a beaucoup de joueurs qui ne pourront pas y Ouais, aller non, pour non. cette raison-là. Mais bon, on va revenir au tournoi comme tel. Alors, ben, quelque chose que j'ai constaté quand j'ai regardé les brackets puis quand j'ai regardé le top 64, c'est qu'il y avait presque 75% des decks qui sont classés, que c'était soit Emerald Steel ou soit Ruby Mm. Amethyst. Parce que oui, Ruby Amethyst a fait un gros retour dans ce tournoi-là. J'ai l'impression que la méta semble vraiment essayer de s'adapter parce que présentement, tu avais deux gros types de decks. Les decks qui se build up, ça veut dire les Sapphire Blue puis les Sapphire Mm. Red. Sapphire Steel puis Sapphire Ruby, qui dans le fond, c'est des decks de build, puis qu'à la fin, par des façons différentes, mais quand même similaires, vont trouver le moyen de gagner sur des gros coups en fin Ouais. de partie. Puis tu avais le discard. Mais là, il y a beaucoup de joueurs qui ont commencé à comprendre que Ruby, Amethyst était déjà très fort. Mais là, en mettant la pression au début de game avec justement les Flynn qui donnent 3 points quand tu es le personnage avec le plus d'attaque, avec les Sisu, avec le Be Prepared et le retour des Queen Castle Mhm. qu'on a vu beaucoup en fin de semaine, ben, le monde a vraiment teché en prévision d'affronter Ouais. justement les autres match-ups, ce qui fait ils ont vraiment ressorti. Fait que ça, c'est la première chose que j'ai remarqué. D'ailleurs, j'ai le countdown ici dans le top 64. On avait 24 Emerald Steel, 21 Ruby Amethyst, 8 Saphir Steel 6 Ruby Sapphire, 3 Amethyst Emerald, 2 Ember Steel, oui, oui, et 1 Amethyst Steel Hyper Aggro. Puis ça a fini avec un top 4 qui était Ruby Amethyst versus Green Steel. Puis de l'autre côté, c'était Ruby Amethyst contre Sapphire Steel. Puis ça a fini avec une finale toute Ruby Amethyst avec une belle victoire de Théotime Buchot dans 2-0 contre Ruben Gutiérrez dans une bataille des Queen Castle. Pour ceux qui ont le goût d'aller voir ça justement sur YouTube, la dernière partie, ça a été des Be Prepared après des Be Mm. Prepared avec des Queen Castle. Les deux joueurs pendant un bout étaient à un GOAT littéralement de gagner. Je pense que Ruben Gutiérrez a été 3 tours consécutifs à 19 points. Il y avait juste à piger. C'est facile à dire, il y avait juste à piger un GOAT. Mais il pigeait un GOAT, Ouais, puis ça allait au troisième match. ben, le C'est ça, premier match a exactement. passé extrêmement vite. Là. Je l'ai regardé, je pense que c'était 8 minutes, la game était finie, puis on passait au deuxième. Mm. Ça a été quand même expéditif. Ah ouais. Ouais. Il y a, tu sais, la méta avant le top 64, là, le floor avant le top 64, on parlait de, je pense qu'il parlait du floor de 20 26% ou de quoi de même, rouge mauve versus 22% green steel, déjà. Puis dans le top 64, tu as green steel qui a pris le dessus, comme on s'en attendait. Mais
la force de Ruby Améthyste, c'est que c'est très fort contre rouge-bleu, puis c'est très fort contre gris-bleu. Puis l'avantage de ça, c'est comme Jeff dit, c'est avec les Flynn, les Castles, puis tout ça, il y a beaucoup de monde qui joue moins les Rise of the Titan ou des affaires pour péter les locations. Fait que ça fait que dès que tu as un Flynn ou tu as ça early game, c'est très dur pour eux de revenir dans le game. Puis la tech, pas la tech, mais le fait que Ruby Amethyst est aussi fort maintenant, c'est qu'avec Green Steel, qui est aussi fort qui est en ce moment, tu veux pas piger tes Be Prepared. Tu veux l'avoir au bon moment, le piger avec ton Friends ou ton lapin, puis l'arriver dessus puis de le jouer tout de suite. Puis l'affaire, c'est le seul deck qui est encore capable de jouer 4 Be Prepared. Puis, tu sais, fais-moi le jeter, mais tu m'en feras pas jeter 4. Et c'est ça qui fait que c'est super fort parce que c'est pas un match-up favorable contre Green Steel du tout. C'est même c'est pas un très bon match-up, mais le fait de surprise puis le fait de pouvoir aller chercher tes cartes puis de pogner la carte qui wipe le board sur le top deck au bon moment, c'est ça qui fait que c'est vraiment fort. Tu sais, comme rouge-bleu, maintenant, il joue comme 2 Be Prepared, peut-être 3 si t'es willing, mais tu sais, admettons, on dirait que la différence de 3 à 4, elle est énorme dans certains match-ups, des fois, surtout contre du Green Steel qui te fait discard tout le temps. Fait que Ruby Améthyst, là, le monde diront ce qu'ils veulent, ce sera toujours un bon deck. Tu as les rouges qui font juste enlever n'importe quoi que tu veux, puis mauve, ben ça pige. Puis c'est les deux affaires que tu veux dans un jeu de cartes, c'est le removal, puis le card drop. C'est tout ce que tu veux, puis ça sera toujours bon. Tant que longtemps que la mécanique Merlin sera jouée, Ruby Améthyst, il ne faudra jamais les count out. Là. Jamais, jamais, jamais. Puis aussi, un fait qui fait qu'il a été beaucoup représenté, un, le prix de Ruby Améthyst, mais deux, le fait que c'est fort depuis 4 chapters, ben, ça fait que le 3 quarts du monde, ils ont déjà les cartes pour le faire. Fait que tu vas dans un gros événement, tu dis, je vais te donner plus de chances possible. Je ne veux pas nécessairement dépenser 800$ non plus. Fait que je vais juste amener les cartes que j'avais déjà. Puis je vais acheter des Flynn à 5$, puis je vais les rentrer dedans. Je vais modifier mon ancien deck. J'arrive au tournoi, puis je vais me donner une bonne chance de gagner. Puis je pense, puis c'est dur de jouer rouge-bleu. Puis vous avez vu sur le Metacall, là, il y a vraiment pas beaucoup de rouge-bleu parce que c'est difficile rouge-bleu dans du rubis améthyste. En ce moment, là, c'est fou. C'est pour ça que ben, moi, si je veux jouer du rouge, ben, je vais peut-être pencher plus vers le rouge-mauve que je veux me pencher vers le rouge-bleu, mettons. Ouais, effectivement. Puis, on en a parlé aussi souvent que Ruby Amethyst c'est un deck aussi que le monde joue depuis longtemps. Fait que le monde sont confortables à jouer autour de ces cartes-là. Ouais. La ligne de jeu est déjà connue de plusieurs des joueurs. Donc, c'est souvent là quand en tournoi, tu veux pas arriver avec un deck que tu n'as jamais joué, que tu n'as jamais pratiqué plus qu'il faut parce que tu vas te tromper un moment donné sur une ligne de jeu, puis c'est là que ça va te coûter du game. Fait que Ruby Amethyst, beaucoup qui l'ont joué, on en a parlé souvent dans nos épisodes que c'est le budget deck du moment, puis encore là, ça gagne, puis ça fait tout bas de côté. Là. Ouais, je suis 100% d'accord. Puis, tu l'as dit parfaitement, les lignes de jeu, c'est le deck que je considère quasiment comme. On dit toujours, ça se perd pas comme conduire un vélo. Là, c'est la même chose. Le deck est tellement fort depuis tellement longtemps que c'est comme, même si tu n'y as pas touché pendant un mois, puis tu décides de vouloir le jouer, c'est comme rembarquer sur un vélo. Là, tu le comprends tout de suite. Puis, c'est sûr qu'un pro à Ruby Amethyst versus quelqu'un qui est intermédiaire, c'est pas la même game, mais pareil, t'es comme vraiment pas loin aussi. C'est juste que t'as beaucoup d'options, t'as beaucoup de lignes de jeu à cause de ton bounce. Est-ce que le tour, tu joues le Rabbit ou tu vas jouer un Merlin pour essayer de t'avancer? Puis toutes ces petites décisions-là, ça prend quelqu'un qui est un peu plus expérimenté, mais tu auras toujours une bonne chance de gagner là, quand tu vas jouer ce deck-là. Effectivement. Ouais. Puis, sinon, on avait dit aussi que il y avait des 7 championships dernier week-end. On n'a malheureusement pas de résultats très précis par rapport à ça. Mais pensez-vous aller à un d'entre eux dans pas long, vous, de votre côté? Ouais, moi j'ai le mana, le 3 mana qui se donne samedi, je pense. Puis dimanche, je m'en vais, je pense, au Univers Fantastique, je pense, en tout cas, j'ai peut-être oublié le nom du magasin, là, mais en tout cas, je sais que j'y vais, genre, je vais à samedi, dimanche, puis j'en ai un autre la semaine d'après. Je voulais pas m'inscrire à trop parce que je joue aussi à Star Wars,
il y a un nouveau set qui sort. Mais en tout cas, fait que je sais que je suis bien occupé de ce temps-ci. Mais je voulais vraiment jouer aux 3 mana parce que on joue là chaque semaine, nous autres. Je voulais supporter la shop et tout ça. Il y a aussi celle du Awesome qui me tente. Je pense que c'est celle de la semaine Ouais, je pense que d'après. oui. Fait que ils ont encore beaucoup de place. Fait que je vais checker ça si ça me tente. Ou si je peux regarder gagner une Ursula, je vais peut-être me donner un petit coup de pied dans le cul pour y aller. Là. Toi, Jeff? Ouais, faudrait que tu te mute par contre. Ça Ah, peut t'es être, muté. Ah! Désolé. Alors, ben, la bonne nouvelle là-dedans, c'est que tantôt, je pense avoir coupé la parole à Dan. Ça a l'air qu'on m'entendra pas, fait que c'est correct. Fait que, non, moi, je vais aller à l'Imaginaire, au promenade Saint-Bruno, Nice. ce samedi, parce que je savais que Dan allait aux 3 manas. Puis comme il a dit, il veut gagner justement une Ursula, fait que je vais lui laisser une chance. On va séparer le squad. Merci. Non, blague à part, je m'étais inscrit avant même que j'apprenne que le 3 mana était la même journée. Mais le bon côté, c'est qu'on va aller à des tournois différents, donc on multiplie les chances que quelqu'un dans l'équipe puisse faire l'acquisition de cette merveilleuse carte et tapis. Donc, puis sinon, pour le reste, je dois avouer avoir un été assez occupé. Mais fin juillet, je vais probablement là, avoir le dernier week-end de juillet, je risque d'avoir des disponibilités. Ça risque d'être on the spot. Là, je vais me décider à quelle place que je vais. De toute façon, on est vraiment chanceux ici au Québec. Là, la quantité de cette championship qu'on a pour la région, là, si on compare avec plusieurs endroits aux États-Unis, là, c'est le monde qui conduise 2 heures. Nous autres, en dedans d'une demi-heure de la rive sud de Montréal, là, Montréal, rive sud, Laval, t'en as plus fini. Fait que je m'en fais pas. Si j'ai pas ma Ursula, je vais trouver le moyen d'en participer un dernier week-end de juillet. Nice. Moi, je pense que je vais aller celui au tombe 2 à Saint-Jean, étant donné que c'est pas loin de chez nous. Puis je vais peut-être aller en essayer un autre la fin de semaine d'après au Easy Game à Châteauguay, donc un petit peu plus dans mon coin. Nice. Jamais été à ce magasin-là, donc ça va me permettre aussi d'aller rencontrer du nouveau monde puis aller tester d'autres joueurs. Fait que ça va être cool. Puis sinon, peut-être la dernière fin de semaine de juillet, je vais voir là, si dépendamment des résultats que j'ai durant les 2 premiers. Nice. Pensez-vous jouer les mêmes genres de decks que vous jouez dans vos locals ces derniers temps? De mon côté, je suis mitigé. Je jouais beaucoup Sapphire Steel avec Ariel, Tamatoa, Lucky Dime. Mais j'ai peut-être quelque chose d'autre en tête. J'ai Green Steel qui m'intéresse beaucoup. Mais je trouve qu'il est un petit peu trop représenté. Puis vous connaissez un peu mon attitude rogue au niveau des decks. Je pense que ma meilleure performance a été un Ruby Emerald à mon premier set championship qui était quand même assez spicy, très off meta, puis ça avait bien performé parce que personne ne s'attendait à avoir des Donald Duck puis Teats and Ambition sortir tour 5. Mais j'ai peut-être une idée de deck spicy que je vais apporter pour le premier. Souvent j'aime ça, le premier aller spicy, puis tester un peu, voir ce que les gens ont, puis ce que les gens jouent. Puis par la suite, je vais peut-être retourner vers mon Sapphire Steel. Ouais. Toi, Jeff? Moi, pour ma part, je risque de jouer pas mal ce que je pratique depuis 2-3 semaines. Ça fait un petit bout que je mets l'emphase sur mon Sapphire Steel. Puis je l'ai quand même beaucoup pratiqué là, avec ce qu'on a vu en fin de semaine à Bochum. J'ai tendance à vouloir potentiellement changer quelques cartes. Mais je dirais qu'il y a un bon 55 cartes dans mon deck que c'est fixe. Puis c'est les 5 autres swing cards que je mets dessus des damage dealers, je mets dessus des bodyguards, je mets dessus d'autres cartes pour faire des combos comme racheter des belles. Suite aux commentaires de Pat Côté la semaine dernière, j'ai essayé 2 Aurores à 4 qui fait que tu peux taper un de tes items pour pouvoir voir la carte sur le top de ton deck. J'ai trouvé ça très pratique justement pour pouvoir filtrer le deck. Ça m'a aidé un petit peu, mais ultimement, il y a potentiellement des choses meilleures qu'on peut faire avec ces 2 dernières cartes-là. Fait que je dirais que quand on a joué la semaine dernière contre, c'est une carte qui m'a vraiment surpris parce que veux pas, elle quest quand même pour 2. Puis tu sais, comme il y avait un match que j'étais vraiment proche de toi en lore, mais j'étais pas capable de l'enlever, elle. Puis elle questait tout le temps pour 2, puis pour 2, puis pour 2. Fait que là, c'est comme, à un moment donné, tu sais, ton lore gain, il monte. Fait que là, moi, je trouve que c'est une bonne carte. Puis c'est un shout-out à pas de côté, mais je trouvais que c'était une belle addition. C'était cool. Ouais, puis tu as y pensé, là, disons qu'elle fait partie là, de la dernière bubble là, pour les cartes.
C'est un petit peu comme Billy, moi aussi j'aime ça jouer des decks spicy, mais je vais plutôt opter avec le fait d'essayer de me concentrer de gagner justement, là, de faire un top 4 avant de sortir les épices à steak, comme on dit, pour sortir de Yes. quoi, pour cuisiner mes Ouais, mais tu adversaires. m'avais bien, Fait tu m'avais que, bien spicy ça la semaine dernière, là, quand on a joué contre puis tu m'as battu. À un moment donné, il m'a sorti Billy. Il m'a sorti trois Cogsworth. Puis moi, je Green trois Steel. Là, donc, Codsworth. Ouais, ça c'est le fun quand t'en as qu'est-ce que trois je sur la tête, fasse? tu fais comme, trois C'est sur la genre, tête, c'est Faut comme, que t'attaques de ben, 4 pour faire un dommage. ouais, genre, puis il n'y a rien qui attaque de à 4 peu dans le près, deck, tu sais. ouais. À moins que tu un beast, mais tu sais, comme les chances qu'il se fasse damage ton beast. Mais non, non, moi j'ai aimé ça de ton tech Ouais. de ça. Moi, je vais sûrement jouer Green Steel. Je joue Green Steel depuis 2 chapters. C'est un deck que je pilote. Je joue super bien dans le miroir. Donc, moi, le miroir, ça me fait vraiment pas peur. Le seul match-up qui me fait un peu plus peur, puis il devrait, comme n'importe quel Green Steel player, c'est contre du Blue Steel. Mais je vois pas Blue Steel comme étant super représenté non plus. Fait que, tu sais, comme, tu dois juste comme dans n'importe quel tournoi, tu dois être un peu chanceux pour, on appelle ça dodger des match-ups, comme Ouais. éviter des match-ups. Mais tu sais, si tu évites les bons match-ups, tu vas te rendre loin. Si tu pognes l'un à la suite de l'autre, ben c'est sûr que tu risques de pas être trop chanceux avec ça. Mais bon. Ouais, puis je pense que JS voulait nous faire aussi un petit rappel. Là, on parle de cette championship puis ce qu'on va jouer, mais un petit rappel des préparations pour ces 7 championships-là. Oui, ben comme justement, on tombe en pleine saison là, des tournois plus compétitifs. Je voulais juste faire un petit rappel rapide pour vous dire justement là, de ne pas oublier d'apporter des sleeves en extra quand vous faites vos tournois. De ne pas oublier de vérifier au début de votre tournoi. Des fois, on a le réflexe de sleever rapidement, puis il y en a beaucoup qui double sleeve. On va sleever la carte individuellement, puis ça, on va mettre dans un plus gros sleeve. Ne pas oublier que votre deck doit être uniforme. Fait qu'il doit tout être double sleeve ou single sleeve. Des fois, quand on va des tournois rapides, on fait juste mettre une petite carte, la carte directe dedans, sans petite sleeve. Ben, il faut tout qu'il soit double sleeve ou tout qu'il soit Ouais. single sleeve parce que ça, vous pouvez vous faire C'est avertir. un, Donc, c'est un point puis, sur ça, ouais, GF aussi. Puis, je pense pas pour cette championship, vous allez avoir ce problème-là, mais pour Toronto, mettons, là, C'est sûr. si on voit le dos de votre carte à l'envers dans votre sleeve, là, c'est pas techniquement légal. Ça se peut que vous fassiez call parce que vous pouvez marquer votre carte en arrière. Puis si on la voit à travers, je peux dire, ah ben ça c'est mon Bucky, mettons. Fait que c'est très important de faire attention à ça. Store Championship, on est moins sévère, mais Toronto, si vous avez des random deck checks, juste faire attention. Vu qu'on était au sujet des sleeves, mais je voulais pas Ouais. t'interrompre. ouais, avoir des decks bien opaques, là, des sleeves bien Ouais. opaques, là, c'est un bon Ouais, je point. pense que Là. J'avoue que j'ai pas vu ça encore, là, mais c'est sûr, l'idée, là, je faire sais que c'est attention. bien beau, là, des petits sleeves jaunes puis tout ça, là, mais prenez des couleurs foncées, puis c'est ce qui va faire en sorte qu'on voit pas au travers aussi. Là. Fait que, tu sais, évitez Sinon, tout vous ce avez le croise. Dragon Shield double Ouais, mat, là, exact. qu'il est noir à l'intérieur, ben lui, il bloque ce que Exact. tu vas voir à travers. Mais ouais, t'as raison. Ouais, Exactement. ouais, c'est un bon point. Puis sinon, ben, juste aussi vous rappeler de bien pratiquer les decks que vous allez jouer pendant les 7 championships pour pas oublier les interactions. Le classique étant d'oublier justement de piger avec ton Bucky ou d'oublier de prendre ses lore en début de tour avec ses locations. Il y a un joueur j'ai joué récemment qui m'a donné un petit truc. C'est simplement quand il finit son tour, il se met un dé sur le top de son deck. Mm. Fait que comme ça, quand il arrive pour piger au début du tour d'après, ben il sait qu'il y a quelque chose à faire au début de son tour. Ah, le dé. Ah, c'est vrai, il faut que je pige une carte de plus. Ah, il faut que je... Fait que bref, prenez vos trucs, assurez de vous de ne pas oublier d'interactions qui pourraient vous coûter la partie, puis créer peut-être de la frustration ou des problèmes avec votre adversaire. Parce que le monde veut le gagner. Il y en a beaucoup qui vont y aller pour le plaisir. Vous allez quand même rencontrer des Qui joueurs vont pas pour le plaisir. qui perdent un petit peu justement l'esprit de la chose, puis qui vont être fâchés, puis que on en connaît tous des joueurs comme ça, c'est pas le fun. Ne soyez pas cette personne. Donc, mettez toutes les chances de votre côté pour avoir du plaisir, puis bien performer à la Tu sais, tu hauteur de vos parlais, attentes. Fait que c'est tout ce que je voulais vous ouais, rappeler tu en parlais envoyant ça. aussi des triggers avec, disons, Diablo ou des locations. Faites attention parce qu'il y a des triggers que vous êtes obligé de mentionner à votre adversaire de faire. Mhm. Puis il y en a que vous Ouais. n'êtes pas obligé. Fait que si c'est un Yume, t'es pas obligé de mentionner à ton opponent qui a oublié de faire un trigger. Mais il faut aussi faire ultra attention que on donne le temps aussi à l'opponent de réaliser qu'il y a quelque chose qui se fait. Fait que tu peux pas faire justement Ursula, draw card, puis t'assurer qu'il voit pas combien tu piges. Une bonne pratique là, que tu peux faire là, souvent, c'est caller les shots. Là. Fait que, tu sais, Ink, temps pour deux, joue temps, j'actionne ça, je pige une carte, puis c'est vraiment important de caller vos shots pour pas vous faire
pointer Ouais. quelque chose que Puis peut-être pas correct. Puis c'est un peu rare le monde qui joue comme ça. Puis j'ai déjà vu ça. Là, tu sais, quand j'ai fini de jouer, puis tu sais, je me promène parce que Green Steel, tu joues pas très longtemps. Là. Fait qu'après ça, tu te promènes après, puis tu regardes, puis il y a du monde, tu sais, comme. Moi, je me sentirais rat de jouer de même. Tu sais, les gars, ils vont jouer Red Blue ou Blue Steel, puis ils vont piger avec Iram, faire ça, je pige. Mais l'autre, il y a un Diablo, puis il essaie juste de comprendre ce que tu es en train de faire. Fait qu'il pige pas tout de suite avec son Diablo, puis il dit, ben là, moi, je vais piger. Puis là, ils sont comme genre, ben non, c'est trop tard, ou genre des affaires dans le même. Tu sais, comme, soyez pas cette personne-là aussi. Là, tu sais, comme, c'est pour ça que moi, JF et Billy, on vous dit tout le temps, quand vous faites de quoi, appelez-le à voix haute, tu sais, trigger, je fais ça. Tu réagis, tu fais quelque chose, non, ok, là, je passe à mon autre affaire, puis tout ça. Tu sais, fait que, tu sais, à la fin de la journée, tu sais, tu te sens-tu vraiment meilleur que le gars si tu l'as battu de cette façon-là, en genre cheatant des triggers ou parler trop vite pour pas qu'il ait le temps de réagir. Tu sais, à un moment donné, Ouais. on est tous là pour avoir du fun. Puis ayez pas peur de le dire à l'opponent si vous trouvez Ouais. que ça va trop vite, de dire hey, Ouais. il faut quand même que tu me laisses le temps. Mais l'autre Ouais. point que je voulais apporter, c'est le location. Si au début d'un tour, il y a un location qui fait pas de lore, mettons Queen's Castle, c'est votre Ouais. responsabilité aussi d'aller le dire à votre opponent de Ouais. lore. Malgré Ça, que c'est- tu sais, puis un- c'est pas un humain, c'est every beginning of the Ouais. turn. les deux plus gros effets que vous allez voir souvent, les locations puis le Beast Tragic Hero. Le Beast Tragic Hero, t'es obligé. Ouais. Fait que c'est comme ça un trigger que il faut que tu te rappelles, les deux, il faut que tu te rappelles. Ouais, exact. Ouais, puis il faut justement, parce que des fois, surtout pour les locations, des fois ton adversaire va aussi l'oublier. Là. Honnêtement, ça va être, tu t'oublies de prendre tes points, ton adversaire il oublie de prendre tes points. Puis si t'arrives puis que le tour il est terminé, là ça peut porter confusion parce que tu peux retourner en arrière. Techniquement, c'est une interaction qui n'a pas rapport avec le board state, mais dépendamment des juges, il y en a qui vont te le laisser le reprendre, il y en a qui te le Techniquement, c'est un laisseront pas. warning aussi. Parce qu'ils vont dire le tour est fini. T'as un warning automatique pour Aussi. les deux joueurs. Fait Fait que- que ça peut faire mal en bout de ligne. Là. Fait que soyez alerte, soyez à votre affaire, puis ralentissez le play s'il faut. Pas de là à slow play, mais si vous avez besoin d'un petit peu plus de temps, n'hésitez pas à le dire à votre adversaire. Je voulais qu'on parle un petit peu de Pixelborn Connect. On en avait parlé dans notre ancien épisode, puis l'alternative à Pixelborn. Puis j'ai eu la chance de jouer quelques matchs. Je ne sais pas de votre côté, les boys, si ça a été quelque chose que vous avez fait ou pas encore. Pas encore. Non. Pas encore pour ma part. Personnellement, puis c'est vraiment mon opinion personnelle, je trouve que le produit est très cool, très 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 bien pensé, dans les circonstances idéales. Puis ce que je veux dire par là, c'est j'ai joué peut-être une quinzaine de matchs à date. La différence de l'ancien Pixelborn, c'est que le temps d'attente entre les games est quand même rendu assez long. T'sais, on était habitué à une vingtaine de secondes, puis on avait un adversaire, puis le match se jouait. Puis c'était quand même assez rapide parce que tout était fait par le software. Maintenant, je dirais le temps d'attente est à peu près entre 5 et 6 minutes avant de trouver un match-up. Fait qu'il y a quand même du délai entre les deux. Mais ça permet aux gens qui n'ont pas nécessairement le temps de se déplacer dans des stores de pouvoir quand même continuer à pratiquer. Les bons côtés que j'ai trouvés, c'est justement la manipulation de cartes. Donc, de t'habituer à manipuler ton deck, à jouer avec, ce qui va te permettre aussi de performer un petit peu plus in real life dans des stores. Où est-ce que tu as tes cartes, il faut quand même que tu réagisses, que tu fasses tes triggers. Donc, ça permet de pratiquer vraiment le deck en tant que tel. Là où j'ai eu un petit peu plus de problèmes, c'est le fait que tu vois pas tout le temps ce que ton adversaire fait. Fait que tu sais, si tu as une caméra de vue d'au-dessus, tu parles. Fait que tu sais, c'est sûr que tu as le micro, mais de dire, tu sais, j'attaque ta Ariel de 4, tu sais, il y a tout le temps une confusion à, OK, laquelle t'attaques, parce que là, des fois, les caméras sont à l'envers, des fois, elles sont pas du même sens, parce que c'est la personne qui set up son setup qui décide de l'angle de la caméra. Fait que des fois, tu joues comme si la personne était assise à ta place, fait que tu vois le deck à l'envers. Fait que c'est pas face à face. Fait que t'es un peu mélangé. Puis c'est arrivé une couple de fois que avec les decks qui sont slivés, les gens qui ont des lumières au-dessus le glare. tu vois même pas la Le carte. glare. Fait que tu sais, il va jouer disons, 2 Ursula, puis toi, tout ce que tu vois là, c'est une carte blanche. Puis t'es comme, OK, mais est-ce que c'est vraiment ça que t'as? Est-ce que c'est vraiment ça que t'as joué? Je comprends que je pense pas que les gens trichent là-dessus parce qu'il n'y a pas de ranking. Puis l'idée, c'est de pratiquer ton deck.
J'ai eu la chance de jouer contre du monde vraiment cool. Ça m'a permis d'échanger avec des gens un peu partout au travers les États-Unis puis en Europe. Mais pour les gens qui parlent pas anglais aussi, c'est très difficile de pouvoir jouer parce que les Québécois, de un, c'est dur à identifier quand tu joues une game parce que c'est pas écrit avec un petit drapeau à côté d'où tu viens ou quoi que ce soit. Fait que tu peux pas nécessairement targeter une zone avec qui tu veux être connecté. Ce qui pourrait être un improvement au software. Mais moi, mon gros downside, c'était vraiment le setup. Moi, j'ai un setup quasiment. J'ai ma caméra qui est au-dessus, j'ai un micro, puis j'ai vraiment mon setup de luxe. Ouais, il est quand même de luxe, on va se l'appeler là. Mais j'ai un Halo Light qui va plonger au-dessus de mes cartes, fait qu'il n'y a aucun reflet sur les cartes. Fait que, le setup est bon, mais c'est pas tout le monde qui a ce setup-là non plus. Fait que c'est là que je trouvais ça un petit peu plus difficile de tout le temps passer devant ton écran, regarder ton jeu, regarder dans l'écran, regarder ton jeu. Fait bonne alternative, mais pas encore à point selon moi. Tu sais, j'ai joué avec le groupe puis tu vas parler peut-être un plus. On peut vous en parler là. On a un Discord, on va vous mettre ça dans le lien pour ceux qui seront intéressés. On a des discussions de cartes. Moi, je montre ce que je joue dans la section de decklist. Fait que j'ai déjà joué avec des personnes avec un setup aussi, avec un trépied, Billy. Puis t'as raison, là, tu sais, comme le glare, le plus tard tu joues le soir, si ton setup n'est pas adéquat. Des fois, tu shuffles. Mais tu shuffles, t'es pas dans l'angle de la caméra. Fait que est-ce qu'il y a vraiment shufflé les affaires que tu te poses? Puis après ça, il top deck de quoi? Il y a l'aspect de confiance aussi là-dessus. Fait que, en caméra, j'aime ça jouer avec du monde que je connais. T'sais, comme je sais qu'on a du fun, je sais qu'on joue, mais je sais qu'il y a toujours des moyens, puis c'est peut-être un côté parano à moi, là, mais je pense qu'il y a toujours un espèce de moyen un peu de tricher tout ça. Puis fait que moi, je serais pas trop à l'aise à jouer dessus, mais je trouve que c'est une super belle alternative pour playtester avec ton groupe de testing. Là, admettons, tu as des gros tournois qui s'en viennent ou des affaires de même. Soit tu joues Pixelbook Connect, ou soit tu joues comme tu achètes un espèce de trépied un peu boboche, tu mets ton iPhone dessus, puis tu t'appelles en vidéoconférence, puis vous jouez. Là, ça peut être pas mal aussi. Là, puis c'est ça que j'avais joué. Mais il faudrait que je donne une chance à Pixelbook Connect. Tu sais, c'est exactement ce que tu viens de dire. C'est juste que tu passes par quelqu'un que tu connais pas. Un client. Ouais. Vraiment... Tu peux pas inviter quelqu'un, Billy, comme tu sais? Non, parce que t'es dans le lab. C'est pas, tu peux pas d'accord. créer. Il y a vraiment juste deux options en ce moment. Il y avait le lab puis le deck building. Puis en fait, quand tu rentres ton deck, tu fais juste choisir les deux couleurs maintenant. Là. Tu rentres plus tes cartes. Ouais. Fait que quand tu vas lancer un match, tu choisis la couleur de ton deck. Puis tu peux pas avoir vraiment tes ratios de ce côté-là. Puis c'est vraiment des soumissions. Là. Fait que l'idée est vraiment bonne. L'idée est là. Le problème, c'est plus certains joueurs qui n'ont pas l'équipement, puis c'est pas la faute de n'importe qui. Là. Je veux dire, ça coûte cher déjà jouer à leur canon. Fait que j'imagine pas s'il faut que tu t'achètes une caméra à 200-300$, puis là, après, ça peut monter rapidement. Ben oui. Fait que c'est mon expérience de Pixelborn Connect en ce moment. Puis je dis pas que je vais jamais rejouer, mais pour le moment, je vais essayer de trouver des alternatives jusqu'à temps qu'il y ait peut-être quelque chose d'un peu mieux ou qu'on voit un autre online client sortir un jour peut-être. Yes. Moi, je suis trop mauvais avec trop mauvais pour le dire aussi, puis je suis trop mauvais avec la technologie, pour pouvoir réussir à jouer avec ça. Fait que je laisse ça aux autres. Dernier petit topic de notre journée, on voulait parler peut-être de nos cartes broken, nos 3 préférés. Puis ça va me permettre aussi de faire un segment pour justement notre tirage qu'on va faire. Donc, on a eu gracieuseté du Randolph Pub Ludique 5 promos Flotsam and Jetsam qui étaient disponibles au Comic-Con de Montréal. Donc, ils nous ont gracieusement offert 5 cartes qu'on va faire tirer au courant du prochain podcast. Donc, comment ça fonctionne pour être éligible? On va vous demander de subscribe à notre chaîne YouTube, de liker la vidéo et de laisser un commentaire en disant c'est quoi votre carte broken préférée et expliquer peut-être rapidement pourquoi. Puis, on va vous donner un peu d'exemple de qu'est-ce qu'on parle quand on parle de cartes broken puis pourquoi. Fait que Dan, je te laisse la parole. Yes, je pense que l'idée m'est venue, on essaie de s'organiser pour le podcast, on aime ça, puis on aime ça aider la communauté. Fait on se lance toujours des sujets, puis je me dis, ce serait cool d'avoir une conversation juste comme une conversation que tu aurais dans le garage avec des chums ou avec des amis, juste pour dire comme
c'est quoi que tu trouves qui est broken dans la méta, dans des decks, que ce soit, ou des cartes, tu sais? Puis moi, mon top 3 des cartes, puis on pourrait échanger là-dessus, boys, là, mais en gros, moi, j'ai trois. J'ai pas mis d'ordre, tu sais, comme c'est trois que je dis qui sont les plus broken. T'as Bucky, bien entendu. Ça, il est dans mon broken. Il est dans le mien aussi. J'ai Whole New World. Ben oui. Whole New World, pour moi, broken. Puis mon dernier, peut-être pas celui de tout le monde, mais que je trouve vraiment broken, c'est le GOAT. Le Merlin GOAT. Pour moi, c'est ma liste des trois broken. Je peux break down un peu pourquoi Bucky, on en a parlé l'épisode dernier, si vous ne l'avez pas vu, vous pouvez cliquer sur le vidéo. Mais en gros, on explique tout ça en détail, puis même on a échangé avec Pat comment lui il le trouvait, puis tout ça. C'est juste que aussi, chose qu'on parle pas beaucoup, c'est que tant et aussi longtemps que Bucky existe, ça va limiter le design des Floodborne. Tu pourras jamais faire un Floodborne qui coûte 2 ou qui coûte 1. Si tu en fais un qui coûte 1, c'est mort, c'est fini. Le jeu, ils viennent prendre le bord de l'autoroute puis ils viennent tomber. Fait que, mais c'est ça. Fait que à cause de ça, il y a des cartes comme ça qui ne pourront jamais exister. Donc, ça limite le format de jeu. Déjà qu'on a des Floodborne 3 depuis ce chapitre-ci, là, qui est Aladdin et Diablo, qui shift pour gratuit, les deux en plus. Il faut faire attention à ça. Puis c'est pour ça que je trouve qu'il est Bucky. Puis j'ai pas besoin de vous expliquer pourquoi. Son autre effet, tout le monde le connaît by now. Whole New World, A Whole New World, je pense que tout le monde connaît ça. La seule, si je me trompe pas, chanson super rare. Les autres, c'est tout comme des common, uncommon, rares. Je pense pas qu'il y a des chansons qui sont au-dessus de la rare à part A Whole New World. Puis pourquoi c'est une carte qui est extrêmement broken que je trouve, c'est parce que le but du mulligan au début de la game, là, c'est que tu vas échanger les cartes que tu n'aimes pas pour essayer de te donner une meilleure chance dans la partie pour aller chercher les meilleures cartes. Fait que là, tu te dis, la meilleure main après mon mulligan, je suis prêt à jouer. Le problème avec Whole New World, c'est une chanson. Fait que ce que ça fait, c'est que tu peux le jouer en autant que tu as un character qui coûte 5. C'était pas tant un problème dans le premier chapitre, à part avec Ariel, mais c'était tour 3 ou whatever. Mais après ça, quand ils ont sorti The Queen, qui shift au tour 2, puis elle devient un qui coûte 5, fait que tu mets Queen tour 1, tour 2, tu shifts à Queen, tu chantes au New World. Fait que qu'est-ce que tu viens de faire, c'est que ton adversaire, il a juste qui joue en deuxième, lui, il a juste eu le temps de jouer une carte. Fait que lui, il a fait sa main, il se sentait bien smart, là, il est full cute avec sa nouvelle main. Il est comme, ah ouais, je vais gagner. Finalement, tout au 2, tu viens d'y wiper sa main, qui est son opening de départ. Puis là, tu piges cette nouvelle carte qui est pas très bonne. Puis ton adversaire, la personne qui a joué Whole New World, ben lui, il a cette nouvelle carte, mais il a déjà un board presence, un caractère de 5. Fait que le prochain tour, s'il veut, il peut chanter Grab Your Sword ou whatever. Ou rechanter A Whole New World. Ouais, ou rechanter A Whole New World. Peut-être un jour, les decks Mill vont être super potables, puis chanter beaucoup de fois les Whole New World. Mais c'est ça la réalité, c'est parce que ça rend ton mulligan quasiment comme. Ça l'enlève l'utilité de ton mulligan pour ton adversaire. Là. Puis à Magic, il y a une carte là, qui s'appelait Wheel of Fortune qui fait exactement la même chose. Magic, ils l'ont banni sur un temps. Je dis pas qu'on doit arriver là. Je veux pas retourner dans le sujet de bannir puis de pas bannir. Mais moi, ce serait A Whole New World, puis pour les raisons que je vous ai expliquées. Puis le dernier, c'est GOAT. GOAT, c'est une des seules cartes qui donne du lore sans aucune interaction. C'est-à-dire que tu le piges, tu le mets, tu gagnes un lore. Il s'en va, tu gagnes un lore tout de suite. Fait que c'est des affaires qui cheat le lore gain, puis qui fait que tu peux arriver à ton 20 de lore super facilement, surtout dans une des plus les mécaniques les plus fortes de l'Orcana, qui est le bounce, là, Merlin, Madame Mime, puis tout ça. Le fait de retourner les cartes dans ta main, les rejouer. Tu sais, un GOAT, là, si tu as été bon avec ton ancrage, si tu t'es gardé une coupe de serpent puis une coupe de fox, là, tu peux faire comme 4-5 lore en un tour. Puis c'est super dur à jouer contre parce que si, admettons, tu es à 17-18 lore, puis tu as un ou deux GOAT, ben là, t'as quasiment gagné, c'est sûr. Là. Parce que lui, il peut pas t'enlever le GOAT. Si tu l'enlèves, ben, tu gagnes un lore. Puis il peut pas te le laisser là d'un autre côté, mais il peut pas te l'enlever. Fait que genre, il est comme pris avec, puis il va sûrement perdre avec. Fait que moi, je trouve que c'est les trois cartes pour moi qui sont, je dirais, les plus broken. Je sais pas, les boys, qu'est-ce que vous en pensez? GOAT, Whole New World, Bucky? Moi, j'ai décidé, parce que je savais un petit peu, on s'en est parlé, de ne pas se dire nos cartes justement avant ce moment-là. Yes. Je me doutais que c'était ta liste. Te connaissant, sachant qu'est-ce que tu joues, j'aurais même pu nommer ta liste avant même que tu me le dises. Fait que j'ai essayé d'y aller un petit peu différemment.
de toi, mais oui, Bucky c'est un no-brainer. C'est une carte broken, on peut pas le Ouais. cacher, tu l'expliques, on va pas retomber en détail. Elle, je l'ai mis en deuxième carte. Ouais. Euh, En troisième, il y en a une que je trouve vraiment intéressante, puis je dis pas qu'elle est broken en ce moment, mais je pourrais la voir éventuellement devenir une carte broken. Euh, Puis la raison en ce moment pourquoi qu'on la voit pas, c'est qu'elle est dans les jaunes. Fait qu'on a très peu de jaunes dans l'Orcana pour le moment, mais Bare Necessities. Bare Necessities peut aller enlever une chanson, un location, un item. Fait que je trouve que pour l'instant, le jeu est encore jeune, mais je vois cette carte-là peut-être éventuellement devenir problématique dans le jeu où jaune devient une menace. Puis il peut aller facilement aller enlever une location. Fait que on parle de Ruby Amethyst, ça peut facilement aller t'enlever un castle en fin de game. Puis ça coûte 2, c'est en crabe. Fait que ça coûte pas cher à aller tester une main. C'est C'est chantable. Ça peut être chantable par. Tu sais, tu joues. Mettons qu'il y a un deck vert jaune à un moment donné, là, Ursula pour 2. Tour d'après, tu sais ce qu'il y a dans sa main. Tu peux aller. Tu sais, tu viens de discarter une chanson, tu peux aller chercher un item, tu peux aller chercher un location ou une autre chanson. Fait que moi, je la mettrais dans mes potentiels broken un jour. Ouais. Moi, j'aime ça, le potentiel. Ouais, ben, tu sais, je veux dire, broken, ça peut être broken, hein, ça peut pas, c'est pas comme genre, c'est la meilleure carte du jeu ou c'est le fort, mais une carte qu'on trouve qui est vraiment dure à interagir avec, puis qui est vraiment forte, puis je suis d'accord avec toi, Bare Necessities, c'est une vraiment bonne carte, juste que jaune n'est pas représenté, comme tu dis, fait que tu le vois pas souvent, mais c'est ça. Mais tu le voyais dans le Chapter 3 quand Amber Stillsong était quand même bon, puis, tu sais, les listes, ils jouaient, là, puis c'est chiant. Tu sais, moi, des fois, je jouais mon rouge-bleu, puis, bah, Fishbone est parti. Fait que là, t'es là, puis t'es comme, bon, ben, je vais attendre, je sais pas quoi faire. Ouais, exact. Fait que, mais moi, ce que j'aimais justement de cette carte-là, c'est que c'est pas juste un song. Quand tu joues ta carte, t'as moins de chances de whiff ou de whiff. De whiff, ouais. Fait que, tu sais, t'as plus de chances de pogner quelque chose. Puis c'est justement des decks qui jouent pas de chansons ou des decks qui jouent pas d'items. Tu sais, elle devient un petit peu plus facile à jouer envers tous les decks. Mon top 1, c'est Robin Hood. Robin Hood, Champion of Sherwood, surtout avec la dernière carte qui vient d'être annoncée dans le 7.5, la location verte, que les Robin Hood bougent là gratuitement, deviennent Ward. Puis tu peux taper et faire 2 de dommages, mais avec Robin Hood, tu vas probablement pas le faire, mais tu peux facilement mettre ton petit Robin Hood, shifter 3, puis après ça, tour 3, je trouve que Robin Hood est ultra puissant. Tu challenges, tu fais 2 lore. Tu te le fais challenge, puis il est banish, tu piges une carte. Troisième tour, tu peux chanter A Whole New World, tu peux chanter Grab Your Sword, tu peux chanter toutes les chansons de 5. Fait que je trouve que c'est une carte qui, on commence à le voir de plus en plus, puis si je me trompe pas, même là, il est rendu pas loin en termes de valeur avec Beast. 50 piastres. Ah non, il a même monté. Ah oui, plus? Ça, ouais. Ah ouais, wow. Fait que, tu sais, je pense que cette carte-là va seulement prendre de la valeur avec le temps parce que de plus en plus, on voit la valeur de cette carte-là qui est ultra puissante. Tu sais, oui, il y a des choses qui peuvent l'enlever, mais un 3-6 en crabe 5, shiftable à 3, je trouve que tu peux rapidement disrupt une game au tour 3 avec. Ben, tour 4 avec une. Ben non, même pas tour 3. Tu peux chanter A Whole New World, puis toi, tu as des fois plus de main. Puis tu te remplis, puis là, tu viens peut-être de complètement changer la game. Ouais, puis les cartes à 2 effets, c'est toujours le fun. Tu sais, comme on regarde les cartes les Broken, que tu parles Robin Hood, mais tu sais, comme Beast, que tu piges 2, puis s'il y a un dommage, ben il pige plus, mais là, le gars, il a 7 d'attaque. Fait que c'est ça, qu'est-ce que tu préfères des fois. Mais ouais, je suis d'accord avec toi que c'est une carte Broken, mais que c'est une bonne carte. Moi, je la considère pas comme Broken, mais avec ce que tu viens de dire, avec le location, j'y repense, ouais, ça peut vite sonner Broken. C'est là que j'ai été plus dans l'optique de ce que je vois à long terme, comment elle peut devenir problématique pour plusieurs decks. Puis elle joue dans plusieurs decks, tu joues dans Discard, tu joues dans... Il y avait plein. Steel Song, tu joues pas dans Blue Steel, mais tu sais, j'ai l'impression qu'on va le voir de plus en plus de Robin. Ah ouais, ça staple pour gris, c'est sûr. C'est le temps de les acheter. Moi, une des raisons pourquoi que Robin Hood, je suis pas aussi haut que toi, mais là, c'est moins bien, mais c'est la prévalence de Lady Tremaine qui peut bannir les personnages qui ont 4 de force ou moins. Parce que trop souvent, j'ai joué dans des tournois puis j'ai vu du monde sacré après Robin Hood. Parce que je joue, je me fais bannir le tour d'après.
C'est ce que je voulais dire. Tremaine aussi peut le faire, mais c'est Madame Medusa que je voulais dire. Fait que trop souvent, j'ai vu, tu t'investis tes ressources, t'es tout content de faire ton gros tour, puis bam, tu t'as fait enlever le tour d'après. Ça peut se dire sur beaucoup de bonnes cartes, dont Beast Tragic Hero, mais la raison pourquoi je dirais qu'il n'est pas Broken Robin Hood, c'est peut-être pour ça, et peut-être trop facile d'atteinte. Mais en effet, c'est une très bonne carte, là. Un chiffre 3 avec cette puissance-là, là, Mais ça je suis peut d'accord, changer pas la d'accord game. avec toi parce qu'elle est facile d'atteindre à partir du tour 6. Ouais. Si tu arrives à la shifter tour 3, là, elle est dure à gérer. Ouais. Tu peux faire C'est des pour ça dommages. que je pense qu'ils sortiront jamais un Beast tour 1. Ça serait une folie. Parce que faut pas oublier que Tragic Hero, il est Il est shift shiftable. 5. Mais Il est shift target, le seul, il shift 3. Shift Chiffre 3. 3, je pense. Mais le seul target que tu peux shifter, c'est Morph. Mais Morph, c'est comme tour 2, puis il y a un de vie. Tu peux quand même l'enlever assez facilement, le mettre. Mais s'ils sortent un Beast tour 1, là, puis si je veux pas manger mes mots dans comme 3 semaines quand le nouveau set va sortir, là, ou 4 semaines, mais genre, je pense que si tu sors un Beast tour 1, là, je pense que la game est pas prête pour ça encore, là, parce que ça serait extrêmement violent. Le tour 3, tu le laisses là, tu faut piger 2 cartes, tu sais, ou tu chantes déjà une chanson comme Grab, Puis à puis le tour côté, d'après, tu vas gagner 2 t'as cartes. Diablo en plus qui te fait piger. Fait que ça Ouais, devrait c'est être ça. bordélique. Ouais. Mais je serais pas surpris qu'on le voit. Ouais, non. Ouais. Tu sais, on se dit justement Bucky puis Diablo, c'est problématique. La méta s'ajuste. Je serais pas surpris Ouais. de voir un Beast Hmm. tour 1. On va quand même s'ajuster. Ouais. Bon, c'est sûr qu'à un moment donné, il aime ça. Il y a tellement de diversité qu'il va en avoir une. Il va en avoir une. La question, c'est quand et c'est quoi l'impact qu'elle va avoir. C'est ça. Fait que, ben, je pense que c'est rendu à moi, ça veut dire, pour les cartes les plus broken. Je vous laisse deviner c'est quoi ma première. Eh oui, l'écureuil de l'enfer que je suis plus capable de sentir. Ben, je la déteste cette carte-là pour toutes les raisons. Elle est inatteignable. La seule façon de l'atteindre rapidement, c'est si tu es capable de faire un shift vite pour faire un Grab Your Sword ou de tour 4, mettons, avec une Big Tinker sur une petite Tinker que tu as joué tour 3, mais il n'y a plus personne qui la joue. L'avalanche peut la tuer, mais encore là, Bucky a tellement d'effets. Puis c'est une carte qui limite le deck building présentement parce que tous les decks qui sont short en cartes puis qui pourraient essayer de survivre, tous les decks qui voudraient jouer aggro mais se dire que ok, j'aurais plus beaucoup de cartes, mais tu viens de les tuer. Tu viens de les tuer directement, fait qu'on oublie tous ces decks-là. Fait que j'en parlerai pas plus parce qu'on a fait beaucoup le tour sur cette carte-là, mais bon, c'est la raison pourquoi Bucky, selon moi, est brisé. La deuxième, j'y ai pensé pas mal, puis Lucky Dime, C'est bon. le sous-fétiche. Au début, cette carte-là, quand on l'a pognée dans les premières, là, dans les ouvertures du 7-3, on se disait, mais quel légendaire de... Ouais. C'est donc ben... Bon, je vais en vendre 50 cents, mais on s'en foutait de cette carte-là. C'était quasiment Ouais. ça, là. Je veux dire, cette carte-là, elle se vendait une pièce et demie, 2 pièces Ouais. dans un magasin. Puis c'est parce que la force du Lucky Dime, c'est que tu peux, grâce à cette carte-là, en un tour, faire jusqu'à 10 lore. 10, c'est vraiment dans des conditions idéales, mais souvent, tu peux arriver, puis un tour, tu joues, mettons, Ariel à 6 Saphir, Ouais. celle qui a Ward et qui te donne 3 lore plus 2 si tu as le plus d'items. Fait que tu as joué un tour, tu peux pas t'en faire enlever à moins que l'autre ait un Be Prepared. Puis le tour d'après, tu mets le Lucky Dime, bang, 5 Ouais. lore à C'est une cause bonne du Lucky carte, Dime, puis tu quittes avec ton perso, fait un autre 5 points tout de suite. Pour ceux qui ne sont pas 100% au courant, Lucky Dime, c'est un item bleu à 7 non ancrable que pour le coût de 2, tu peux le taper pour faire des lore équivalents au lore d'un personnage que tu as ce tour-ci. C'est cumulatif. Fait que mettons exemple que tu as un Tomatoa qui fait 1 plus 1 par item, ben tu peux faire un 7-8 lore d'un coup juste à cause du Lucky Dime. Fait que c'est la raison pour laquelle je la mets dans les cartes brisées, c'est parce qu'elle peut en un tour ou deux, complètement changer la game. Ma troisième carte brisée, c'est une carte que, dans le temps du 7-2, c'est la première carte que je me suis dit, je veux qu'elle soit ban, cette carte-là. Je suis plus capable de l'avoir. Dan, t'as-tu une idée c'est quoi? 7-2? 7-2. Ouais. 7-2, je sais déjà pas. Carte que j'étais plus capable de voir. Une carte mauve. Madame Mim Fox. Ah, Fox. Plus que Rabbit? Ouais. Plus que Ah, Rabbit. ouais. Madame Mim Fox. Ok. Ouais, parce que cette carte-là, tour 3, Ouais. C'est une bonne te carte. fait prendre le board presence parce qu'elle est ancrable et rush. Elle coûte juste 3. Elle a 4 de force, 3 de défense. Ça te permet souvent de protéger un de tes bonhommes.
comment de fois est-ce qu'on a vu l'interaction de mettre un petit personnage aggro, que ce soit la petite maléfique à un qui quest pour deux, ou même des fois, on voyait du monde jouer des Pinocchio qui quest pour trois, pour deux. Tu joues une carte, tu quests, tu la bandes dans ta main avec Madame Mimfox, comme ça tu te protèges, tu empêches ton adversaire de l'attaquer. Puis en plus, souvent, elle te permet de tuer un personnage. Fait que tu fais trois actions Tu peux d'un même coup. inker. Tu joues un perso, celle que tu viens de tu en bounce. enlèves un, tu peux même inker. Exactement. Fait que pour cette raison-là, j'ai vraiment pensé à Goat, parce que Goat, ça rentre dans la même gamique, on pourrait dire, là, du améthyste. Mais pour moi, une façon de l'expliquer, c'est que Madame Mimfox, c'est un auto-include dans tous les decks. Ouais. J'adore, j'adore Maoi dans le rouge, mais aussi fort soit-il, Madame Mimfox est encore plus forte, je trouve, la 3 drop améthyste. Fait que moi, c'est pour ça, justement, que. Ben, c'est ça, en gros, mes 3 Ouais, puis c'est drôle de dire que comme. Mention honorable, justement, Ouais, mais tu sais, puis c'est drôle de dire que 3 des cartes qu'on peut potentiellement dire qui sont brisées sont dans la même mécanique. Tu parles du Rabbit, Goat, Fox, tu sais, qui sont comme 3 cartes insane, puis ce qui fait aussi que Ruby Amethyst a le succès qu'elle a en ce moment. Ah, Puis puis on mention parle même pas de honorable. Snake. Là. Ouais, on parle pas de Snake, c'est ça. Ouais. Puis mention honorable, selon moi, la meilleure carte de l'Orcana, la meilleure, là, si tu parles d'un creature, un character, c'est Beast Tragic Hero. Vous le voyez avec le prix, vous le voyez avec comment il est utilisé. Selon moi, c'est la meilleure carte. Mais quand je dis broke, elle peut être interagie avec. Mais quand je suis allé avec ma sélection de Broken, j'étais allé vraiment avec comme des cartes qui t'empêchent d'interagir d'une certaine façon. Genre, tu peux rien changer à ta situation. Genre, fait que, mais j'aime vraiment vos listes, les West. Puis je m'attendais pas à ce que tu me dises Lucky Dime, mon Jeff, mais c'est vrai que c'est une grosse carte. T'sais, comme bleu-gris font rien de la game, puis en 2 tours, ils t'ont fait 16 lore. Fait que c'est ça. C'est ça. ça. C'est pas Ouais, c'est ça, exact. Cool. Good. Donc, on va finir ça avec les 7 championships. Donc, juste un petit rappel des 7 championships qui s'en viennent. Donc, on a le 13 juillet, on a Hortan, la forteresse à Victoriaville. On a Galerie du Jouet à Chicoutimi. 3 Mana à Saint-Hubert. Toujours jeu à Laval. Face à face à Montréal. Imaginaire Québec, Trois-Rivières, Sherbrooke, Saint-Bruno et Laval. Et le Alt F4 à Montréal. Tout ça, 13 juillet. Le 14 juillet, au centre de jeu Expédition à Montréal, donc Expédition, et au Tombe 2 à Saint-Jean. Le 20 juillet, on a le Gobelin d'Argent à Montréal, la Voûte de Cartes à Montréal, le Gamer Spot à Trois-Rivières, au Royaume des Titans au Saguenay. On a le Secret des Corrigans à Montréal, la Piève Barbue à Lécoteau. Donc, tout ça pour le 20 juillet. Le 21, on a Jeu Easy Game à Châteauguay, le Griffon à Sherbrooke, Boutique Awesome à Saint-Hubert, Game Time à Joliette, Geek & Co à Montréal. Le 27 juillet à l'Univers Fantastique à Belleuil, Gamekeeper à Montréal. Et le 28 juillet à l'Univers Collectible à Vaudreuil-Dorion, Boutique Mythique à Québec, Randolph Québec et Carta Magica à Montréal. Donc, je vous rappelle de ne pas oublier de vous subscribe à la chaîne YouTube et de liker la vidéo si vous voulez avoir une chance de gagner les cartes. Et n'oubliez pas de laisser en commentaire votre carte broken et aussi pourquoi. Puis, ça va être tiré durant le prochain podcast. On va annoncer les gagnants et on va vous contacter aussi via YouTube. Donc, n'hésitez pas à nous écrire aussi à notre adresse courriel, lesunlinkables@gmail.com. Et sur ce, on se revoit la semaine prochaine. Ciao les boys. Bonne semaine, les Lorcaneux et les Ciao, Lorcaneuses. bonne chance.